Bonjour Max et Juan Gatineau. Bonjour Patrick. Comment allez-vous? Écoutez, très bien, très heureux de revenir à Varsovie sous ce beau temps, n'est-ce pas? Excellent temps. Nous sommes à Varsovie, en Pologne, pour le congrès de Polska Wielki Projekt. Tu as été invité. Vous avez été invité à cette belle conférence du conservatisme en Pologne. À quel titre? Alors, c'est pas la première fois que je viens en Pologne, puisque il y a maintenant 4 ans environ, j'avais publié un livre autour du clivage Est-Ouest en Europe, tel qu'il s'instituait, ou tel qu'il continue d'ailleurs de s'instituer, entre une Europe de l'Est, disons plus conservatrice pour aller vite, et une Europe de l'Ouest plus progressiste. Notamment à l'aune du cas hongrois et puis du cas polonais avec la victoire du PiS en 2015, qui a quand même changé la donne au niveau européen, avec ce parti qui incarne une forme de nouveau conservatisme, qui a une influence très forte sur Europe centrale et orientale, mais je dirais également en Europe occidentale, où ce conservatisme a aussi une certaine influence. Est-ce que tu connais un événement qui serait un peu semblable en France pour pouvoir donner une idée d'un peu de ce que c'est aux Français qui nous écouteraient? Mais le problème en France, c'est que le pouvoir, je dirais, culturel des conservateurs est encore assez faible, hein. Nous avons une droite en France, évidemment, qui pèse électoralement, quoique on peut aussi en discuter de sa relative faiblesse électorale depuis quelques années. Mais je dirais que la droite française se cherche idéologiquement entre un libéralisme assez convenu et un conservatisme qu'incarne l'Europe de l'Est. Donc il n'y a pas vraiment, je dirais, d'équivalent aujourd'hui de rendez-vous annuel où l'on discute sérieusement en France de la question importante du conservatisme. Parce qu'effectivement, en France, on dit souvent que le PiS est ultra-conservateur, ultra-nationaliste, enfin tous les ultras. Mais en fait, en Pologne, il est considéré comme un parti de centre-droit, assez classique. La seule chose par rapport à la France, c'est qu'il n'est pas progressiste. Aussi, est-ce qu'en France, on a un centre-droit ou même une droite qui serait non progressiste? Existe-t-elle? Mais le cas particulier de la France est intéressant puisque le mot conservateur était une insulte, hein, y compris pour la droite, hein, qui renvoyait la gauche au conservatisme lorsque la gauche n'acceptait pas un certain nombre de réformes sociales ou économiques. À partir de 2013, il y a eu un événement important en France, je pense qu'il faut que le public polonais le comprenne, il y a eu ce qu'on a appelé la manif pour tous, c'est-à-dire un immense mouvement d'opposition au mariage homosexuel, et le mot conservatisme, le mot conservateur est revenu au goût du jour. Des personnalités de droite, y compris de personnalités importantes qui avaient été dans les précédents gouvernements, se sont saisies du mot et ont appelé la droite à résister en quelque sorte au progressisme sociétal qui arrivait en France. Et donc tu pourrais identifier en France des représentants de cette droite, on va dire non progressiste, au moins un peu connue? Alors, dans les personnalités les plus connues, vous avez très clairement Marion Maréchal et Éric Zemmour qui, pour Reconquête, tentent d'incarner ce conservatisme de combat, ce conservatisme culturel et qui regardent d'ailleurs vers l'Est de façon tout à fait assumée. Vous pouvez avoir certaines personnalités au sein du Front National qui vont assumer cette dimension-là, mais je dirais moins sur les questions sociétales que sur les questions culturelles liées à l'immigration et à la capacité de la France à intégrer ces immigrés à l'identité nationale ou à ce qu'on met derrière cette identité. Et puis vous avez quand même chez les Républicains, donc ce qui est donc le parti traditionnel de gouvernement à droite, un certain nombre de personnalités comme je pense Laurent Wauquiez, qui pourrait être le candidat de la droite en 2027, ou François-Xavier Bellamy, qui est désormais le numéro 2 des Républicains, qui sont des personnalités qui assument moyennement le mot, mais qui en tout cas, sur le fond, ont un discours conservateur sur les questions culturelles et éducatives et également sur les questions bioéthiques. Mais peut-on être conservateur et avoir une vie, comment dire, qui ne soit pas en relation, en adéquation avec le conservatisme, être comme Éric Zemmour, faire sa campagne avec sa maîtresse? Bon, c'est connu en France, tout le monde le sait, c'est public, donc je ne révèle rien du tout, mais est-ce qu'on peut parler d'un candidat conservateur qui fait une campagne avec sa maîtresse? Bah, écoutez, là vous touchez du doigt des différences culturelles et de mœurs qui sont assez évidentes entre, je pense, la France et la Pologne. C'est sûr que le propre même du conservatisme est d'essayer de défendre un certain nombre de traditions culturelles, un certain héritage national, un rapport à l'histoire, un rapport au passé, à l'idée que la nation ne se fait pas à partir d'une juxtaposition d'individus, qu'elle est une sorte de continuité historique. Et donc forcément, entre les pays, vous n'aurez pas les mêmes conservatismes, mais vous aurez ce même rapport à l'histoire, ce même rapport au passé, ce même rapport à la nation qui s'incarne différemment en France, avec une tonalité sur les questions culturelles plus libérale qu'en Pologne, on pourra en convenir assez facilement.
Donc pour vous, la chrétienté, le christianisme, on peut vouloir le retour de la chrétienté sans être chrétien, enfin sans vouloir adhérer vraiment aux valeurs chrétiennes et les... Je pense, comme disait Tocqueville, qu'aucun programme politique ne peut ressusciter des idées, c'est le terme qu'il employait, puisqu'il parle du patriotisme et de la religion dans cet extrait de la démocratie en Amérique. Il dit aucun programme politique ne peut ressusciter des idées mortes. La France s'est largement déchristianisée, ça n'aura échappé à personne. Aujourd'hui, le rapport au christianisme en France, il est davantage d'ordre culturel que d'ordre spirituel. Il y a un attachement aux racines chrétiennes de la France, il peut y avoir un attachement au patrimoine esthétique, architectural français qui est lié à cette histoire qui a façonné le christianisme en France, mais il n'y a pas de christianisme religieux. La grande différence entre la Pologne et la France, c'est qu'en Pologne, vous avez un soft power conservateur chrétien qui est lié à aussi un grand nombre de fondations, d'associations qui font pression sur le pouvoir politique pour que les réformes du pays n'oublient pas justement cette composante essentielle de l'identité nationale polonaise. Vous n'avez pas ce réseau, ce maillage associatif conservateur chrétien en France. Donc pour vous, les Polonais doivent abandonner l'idée que la France est la fille aînée de l'Église, c'est vraiment fini là. Disons, elle l'est historiquement, mais dans les faits aujourd'hui, la France est largement déchristianisée à l'image d'un grand nombre de pays européens. Je pense que s'il y a une cause commune à envisager pour les conservateurs français et polonais par-delà leurs différences, c'est sur la question de savoir quelle Europe voulons-nous. Voulons-nous une Europe qui uniformise les nations, y compris sur le terrain culturel? Voulons-nous un super État fédéral qui oublie les différences nationales? Ou voulons-nous au contraire une Europe qui s'appuie sur ces nations, qui s'appuie sur le patriotisme des États-nations? Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, si nous voulons une Europe forte sur le plan géopolitique, qui s'affirme, qui affirme son indépendance, qui affirme ses valeurs, je crois que nous aurons besoin de mobiliser nos populations. Et un État, pour mobiliser sa population, a besoin d'une population animée d'un sentiment national. Donc il faut que l'Europe cesse de se construire contre ces nations et désormais réoriente la construction européenne dans un sens polonais, au fond, dans un sens plurinational. Vous pouvez me le répéter? Dans un sens polonais, parce que si vous suivez, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, mais évidemment c'est pas nouveau, il y a une constante chez les dirigeants du PiS sur cette question, qui se réfère d'ailleurs quelquefois au général de Gaulle, comme le rappelle cette belle statue qu'on peut trouver dans la capitale. Il y a l'idée de promouvoir une Europe des nations plutôt qu'une Europe centralisée autour de prérogatives toujours plus étendues à Bruxelles. Et je faisais référence à un discours du Premier ministre polonais il y a quelques jours, quelques semaines dans une université allemande. Vous m'aiderez à retrouver le nom de cette université. Il a rappelé l'importance du principe subsidiarité. C'est un petit peu théorique, mais au fond, ça vise à dire que l'organisation politique de l'Europe, comme l'organisation politique au sein d'un État, ne doit pas être centralisée entre l'État et l'individu. Il y a de la place pour des médiations, pour des corps intermédiaires. À l'échelle d'une nation, les corps intermédiaires, ce sont souvent les régions, les collectivités, les communes. À l'échelle de l'Europe, le corps intermédiaire par excellence, la médiation par excellence, c'est la nation. Donc une Europe qui se projette à l'aune du principe subsidiarité, qui a été essentiel au début de la construction européenne, c'est une Europe qui laisse peut-être davantage de place aux nations et qui réduit peut-être le champ d'action de la Commission européenne. Oui, c'est vrai, tout à fait. Les Polonais, enfin le Premier ministre, le président, mais aussi le chef du parti, M. Kaczynski, font souvent référence au général de Gaulle. Et c'est une question que je me posais souvent. Ils ont quand même, la droite française peut avoir un modèle quand même qui marche, en tout cas en Pologne. Elle peut démontrer que ça marche. Le taux de chômage est un des plus bas les plus bas en Europe. Il y a une des meilleures croissances. Enfin, ils n'ont que des très bons résultats. Pourquoi alors se prendre comme référence Poutine plutôt que la Pologne où vous avez des démocrates? Ils sont non progressistes, d'accord, mais ils sont démocrates. Pourquoi prendre comme référence Poutine? Alors vous m'interrogez sur une question qu'on m'a posée hier, donc je vous remercie, je suis un petit peu rodé maintenant. Non, en effet, il y a une russophilie française, il faut pas la nier, qui est liée pour des raisons historiques. Il y a eu une alliance franco-russe, il y a eu aussi 2 guerres mondiales, où on retrouve la France et la Russie ou l'URSS dans le même camp. Je crois plus fondamentalement, ça nous ramène au moment géopolitique que nous vivons. Gérard Haro, qui est l'ancien ambassadeur de France à Washington, a publié récemment ses mémoires et il rappelle au début des années 80, lorsqu'il a commencé sa carrière, que les diplomates français ne pouvaient pas, c'était interdit, utiliser l'adjectif occidental. Pourquoi? Parce que cela signifiait la fin de la spécificité française. La France, au fond,
a peur de manquer d'espace dans un Occident dominé par le duo anglo-américain. Donc pour trouver de l'espace, elle cherche un contrepoids continental, un contrepoids oriental, et elle a pu avoir tendance, y compris avec le général de Gaulle, à aller chercher du côté parfois de la Chine, mais plus sûrement du côté de la Russie et de l'URSS, le moyen de s'émanciper d'une tutelle jugée un peu trop forte vis-à-vis des Américains. Donc c'est ce prisme que d'aucuns qualifient d'anti-américanisme qui mène la France à se tourner vers la Russie comme étant le contrepoids nécessaire pour exister dans une Europe qu'elle ne peut plus dominer, d'autant moins que les États-Unis ont désormais une emprise assez forte sur le territoire français. Dans les années 90, Brzezinski, qui est très connu en Pologne, rappelait combien le ministre des Affaires étrangères français, en 96, il y a des déclarations aujourd'hui qui font un petit peu mal aux yeux, combien la France aspirait à ce que la Russie redevienne une puissance pour pouvoir s'appuyer sur elle et imaginer une France qui réintégrerait le commandement intégré de l'OTAN, mais au sein d'un pilier européen qu'elle serait appelée à dominer. Elle utilisait la Russie pour gêner les Américains, c'est ce qu'explique Brzezinski. Et puis je finis sur ce petit rappel historique, en 2003, la France s'oppose au non à la guerre en Irak et elle trouve qui à ses côtés? La Russie. Donc il y a une sorte de parenté, de filiation, aussi d'admiration culturelle pour la culture russe, qui fait que la France ne voit pas la Russie comme son ennemi, mais c'est parce que aussi la France n'a pas souffert de la Russie comme la Pologne. Donc il y a des différences historiques et géographiques dans notre rapport à la Russie. Maintenant, la donne a changé. On ne peut plus en effet considérer la Russie comme on pouvait encore peut-être la considérer il y a quelques années. Et donc je crois que la droite française, qui a pu voir dans Poutine le continuateur de la Grande Russie, doit aussi désormais se mettre à jour. Et au fond, c'est ce que j'appelle de mes voeux depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'entre la Russie et l'Allemagne, il y a quelque chose qui s'appelle l'Europe centrale et orientale. Et au sein de cette Europe centrale, il y a la Pologne qui, tout le monde l'aura compris, a désormais un poids très important au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup, Max.